Philippe Landeux, 41 ans, autodidacte, se destinait à une carrière dans le dessin de presse quand la découverte de la Révolution française l'a amené à réfléchir puis à écrire de volumineux ouvrages sur Maximilien Robespierre, si remarquablement documentés qu'on pourrait même affirmer sans embâge qu'il en est devenu l'un des meilleurs spécialistes en France. Auparavant, le jour du 4 décembre 1997, à 5 heures du matin très exactement, il avait mis le doigt sur l'idée qui allait bouleverser sa vie et séparer son cours en deux. Il s'était toujours senti appelé à réaliser un grand dessin. Mais lequel? Comment aurait-il pu imaginer que ce serait de changer le monde? Il n'était rien et n'avait que 24 ans. Pourtant, il lui parut évident que l'idée qu'il venait d'avoir ouvrait les yeux sur le monde présent et donnait la clé du monde futur. Elle permettait rien moins que de réaliser l'égalité et d'anéantir l'argent, c'est-à-dire achever la révolution trahie de 1789. Ses livres politiques, le civisme ou théorie de la cité, les principes universels de l'ordre social, réquisitoire contre l'argent, la révolution du XXIe siècle et le civisme illustré, totalisent en tout 1334 pages et combinent étonnamment le détail programmatique avec le lyrisme idéologique. Bien que s'avouant lui-même peu concerné par le thème de la décroissance, il a néanmoins accepté de répondre à ce questionnaire et je le remercie. Philippe Landeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de plusieurs livres de critique sociale, et notamment d'un ouvrage intitulé « Le civisme ou théorie de la cité », dans lequel vous développez un projet de société sans argent et fondé prioritairement sur l'égalité. Pouvez-vous nous résumer rapidement les grandes lignes de votre pensée? Écoutez, je pars du principe que une société, enfin le principe de base d'une société est l'égalité des citoyens en devoir et en droit. Que le premier devoir du citoyen, c'est de participer à la vie de la cité, sous une forme reconnue par la cité. Donc c'est plus large que travailler, il me semble, beaucoup de choses. Mais ça doit être une activité reconnue. Et en retour de ce devoir, la cité doit garantir le droit de profiter de tous ses bienfaits. Et pour pouvoir profiter de tous ces bienfaits, il faut pouvoir accéder au marché. Donc l'accès au marché fait partie des droits du citoyen. Quand on parle d'égalité, ça inclut le droit d'accéder au marché. Et c'est donc la citoyenneté elle-même qui donne le droit d'accéder au marché. Citoyenneté qui donc se mérite par des devoirs. Et dès lors qu'on accède au marché parce qu'on est citoyen, parce que c'est la citoyenneté qui permet d'accéder au marché, qui confère ce droit, et il n'y a plus de raison qu'il y ait de monnaie. Voilà, donc ça c'est le principe de base. Après on développe, mais voilà le principe de base. Vous mettez en cause de façon radicale la société actuelle. À votre connaissance, existe-t-il d'autres courants de pensée politique, même éventuellement de tendances très opposées à la vôtre, qui remettent en cause l'organisation sociale actuelle de notre société de façon aussi radicale? Aussi radicale, non. Mais des théories qui tendent un peu vers la mienne, il y en existe. Celle qui s'en rapproche le plus, je pense, c'est la théorie de l'économie distributive. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Vous connaissez? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je dirais que c'est une théorie qui est à mi-chemin en fait, entre le système actuel et ma théorie. C'est pareil, c'est une théorie qui se veut à la base égalitaire, mais qui conserve la monnaie. Alors pour pallier les inconvénients, enfin le fonctionnement pour contrecarrer le fonctionnement de la monnaie qui est par lui-même inégalitaire, c'est l'État, dans ce système-là, qui dote les citoyens, alors, je ne sais pas, tous les ans, tous les mois ou tous les ans, enfin, ça précise le détail, qui dote donc tous les citoyens d'une même quantité de crédit. Alors je dis crédit parce qu'en fait, c'est une monnaie qui ne circule pas. Quand le citoyen va faire ses courses, le commerçant, enfin, quand il consomme,
on lui retire sur son compte le nombre de crédits qu'il a consommé, mais c'est des crédits qui ne passent pas sur le compte du commerçant. Puisque le commerçant, étant lui-même citoyen, reçoit lui-même ses crédits de l'État. En fait, ça c'est une théorie, c'est très joli sur le papier, mais moi, à mon sens, ça n'a pas de sens. Puisque la monnaie sert à mesurer la valeur. Et la valeur n'a de sens que si les choses circulent. D'ailleurs, la notion même de valeur vient du troc. C'est parce qu'on échange des objets entre eux qu'il y a la notion de valeur. Dès lors qu'il n'y a pas de circulation, en fait, ça n'a pas de sens, quoi. Et d'ailleurs, en fait, quand on connaît ma théorie et qu'on analyse l'économie distributive, on voit bien que si c'est l'État qui garantit les droits du citoyen, là, en conférant des crédits, en fait, ces crédits ne servent à rien. Il suffit que l'État reconnaisse les droits du citoyen. Et d'ailleurs, dès lors que les crédits ne circulent pas, les prix n'ont pas de sens. Ce qui veut dire que quand vous êtes chez le commerçant qui ne retire rien de ce que vous consommez en termes de crédit, lui, les prix, il s'en fout. Il pourrait très bien mettre des prix à zéro. On peut gruger, ça ne gêne personne. Donc en fait, votre pouvoir d'achat tend théoriquement vers l'infini. Si les prix, eux, tendent vers zéro. Et donc en fait, il n'y a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de sens. Et si on fait abstraction de la monnaie, on retombe sur ma théorie. Quelque part. D'accord. Le problème, c'est qu'évidemment, quand on conserve la monnaie, on conserve aussi tout un appareil. En fait, tout tourne autour de la monnaie. Et du coup, on reste dans une logique qui est capitaliste. Et si le système coince, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir au système capitaliste. On ne passera pas à un système sans monnaie. C'est pas une étape de transition, en fait. C'est des gens qui ont conçu une théorie. C'est une théorie capitaliste, pondue par des capitalistes. Alors, précisément, depuis l'implosion des régimes communistes au début des années 90, le capitalisme est considéré aujourd'hui comme le seul système économique ayant cours dans les différents pays de la planète. Le terme capitalisme, par contre, a souvent mauvaise presse et est souvent employé avec des significations diverses. Pour vous, qu'est-ce que réellement le capitalisme? Comment le définiriez-vous de façon précise? Moi, je ne le définis pas de façon précise. Dès lors qu'il y a monnaie, c'est capitaliste ou capitaliste en puissance. Donc, en fait, moi, mon objectif, c'est de sortir de ce système-là. Les nuances, n'importe peu, quoi. Quand on fait de la nuance, c'est de toute manière pour conserver le système actuel. Mais s'il fallait donner une définition du capitalisme... Moi, je parle en fait de système monétaire. Pour vous, c'est... Je peux utiliser le terme capitaliste, qui correspond en fait effectivement au système monétaire dans sa phase actuelle. Mais effectivement, j'utilise le terme capitaliste, monétaire, indépendamment, quoi. Identiquement. Ouais. Les gens, par exemple, qui se disent aujourd'hui anticapitalistes et qui ne sont pas contre le système monétaire sont des capitalistes. En fait. Donc, voilà, pour moi, c'est quasiment synonyme. Même si, effectivement, après, dans le détail, on peut... Mais moi, je ne fais pas baser la définition du capitalisme sur l'existence de la monnaie. Ouais. C'est... à partir du moment où il y a la monnaie, on arrive au système actuel qui est capitaliste. D'accord. Avec le temps, La société de consommation est souvent critiquée au motif qu'elle pousserait les individus à acheter des biens superflus, notamment par l'action intensive de la publicité. Certains vont même jusqu'à parler d'une colonisation de l'imaginaire qui obligerait ainsi virtuellement les individus à consommer des produits de la société industrielle, produits au fond qu'ils ne désireraient pas vraiment. Que pensez-vous de cette vision des choses? Moi, je pense que c'est encore une fois, c'est lié à la monnaie. C'est avec la monnaie, bon, on ne peut peut-être pas tout expliquer maintenant, mais la monnaie sert à acheter. En fait, elle ancre les individus dans l'avoir. Donc, pour être, en fait, il faut avoir. Donc déjà, rien qu'avec ça, on comprend pourquoi les individus achètent. Parce qu'ils n'achètent pas seulement pour satisfaire des besoins, ils achètent aussi pour être socialement. Donc tant qu'on sera dans ce système-là, on aura ça, quoi. C'est par les biens. En fait, avoir, c'est être riche. Être riche, dans l'inconscient, c'est avoir des vertus. Donc c'est un cercle vicieux, quoi. Et d'ailleurs, on va finir par trouver des vertus aux gens parce qu'ils sont riches. Même si on leur en trouve, même s'ils n'en ont pas, quoi. Ou s'ils en ont moins que ce qu'ils en ont réellement. Et
Et paradoxalement, en fait, il y a encore une autre chose. C'est que le système monétaire frustre les gens. Parce qu'il y a eu, de manière générale, les gens ont peu de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat global est faible. Et les gens, pour la plupart des gens, ont très peu de pouvoir d'achat. Donc ils sont frustrés. Et donc ils ont envie. Et donc ils ont envie de bien. Et donc je pense que c'est là qu'on va arriver à la question de la décroissance. C'est que on pourra. Enfin, moi je ne suis pas donc un spécialiste de la décroissance, mais je sens bien que les gens qui vont directement à la décroissance font fausse route. Parce que dans le système actuel, on ne pourra pas y aller. On ne pourra pas demander aux gens de ne pas consommer, alors que déjà ils consomment moins, ils consomment très peu pour la plupart. Pour arriver à ça, il faut qu'ils aient la possibilité justement d'avoir consommé. Et ce n'est qu'après qu'on se calme. Mais voir que les gens se calment avant qu'ils aient consommé, ça n'a pas de sens, quoi. Une autre critique formulée contre la société actuelle est celle de productivisme, sous-tendant la recherche permanente du profit maximum. Comment vous situez-vous par rapport à cette critique de la notion de profit? Écoutez, en fait, quel que soit le système, de toute manière, il faudra que des entreprises produisent. Aujourd'hui, elles produisent dans leur intérêt à elles. Elles produisent en fonction du profit, actuellement. Oui, pour faire du profit. Est-ce que ça va dans le sens de l'intérêt général? C'est pas sûr. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça, quoi. Mais même dans mon système, qu'on j'appelle donc la cité, il faudra quand même que les entreprises produisent, au moins pour répondre à la demande, qui d'ailleurs sera énorme, puisque si les citoyens peuvent accéder librement au marché, comparé à aujourd'hui, la demande sera quasiment illimitée. Donc, effectivement, il y aura. Les entreprises vont également produire. Mais aujourd'hui, en plus, on produit de manière à ce que les produits eux-mêmes se détériorent rapidement. C'est l'obsolescence programmée. On ne produit plus de la qualité, en fait. On produit pour faire tourner la machine. Alors qu'inversement, dans un système où il n'y a pas d'argent, où une entreprise où c'est la cité en fait qui valide l'activité d'une entreprise, bon, c'est plus compliqué. En fait, c'est le marché. Si l'entreprise a des clients, son activité est validée. Quel que soit, à partir d'un certain niveau, mais à partir d'un certain niveau de clientèle. Mais en fait, il n'y a pas la pression du profit actuel. Où quand elle ne vend pas, ben, où elle met la clé sur la porte, où elle paye moins les employés, etc. Il n'y a pas ces effets pervers. Vous écrivez, page 253 de votre livre Le civisme, je vous cite, « La révolution tant espérée, objet de tant de combats et de souffrances, mise enfin à notre portée par le progrès, n'est plus qu'une question de volonté et de temps. Elle exigeait en effet que soient réunies deux conditions. 1. La capacité de produire en masse, sans laquelle la libération du pouvoir d'achat des citoyens est inutile et insensée. Et 2. L'informatique. » Fin de citation. Si on comprend bien cette phrase, vous semblez dire que le développement du progrès technique, dans lequel vous incluez la production de masse et l'informatique, nous a conduit aujourd'hui à une situation qui réunit toutes les conditions de la mise en place de la société que vous prônez. Est-ce à dire que si un déclin industriel s'amorçait pour des raisons diverses et variées, cette révolution deviendrait beaucoup plus difficile à se déclencher? Absolument. En fait, la clé, c'est le système informatique. Comme je l'ai dit, dans la cité, c'est la citoyenneté qui permet d'accéder au marché. Mais il faut pouvoir vérifier la citoyenneté. Et c'est là qu'entre en jeu l'informatique et le système actuel de carte de crédit. En fait, dans mon système, les citoyens disposent d'une carte que j'appelle une carte civique, qui permet d'attester leur citoyenneté, comme on le fait aujourd'hui avec la carte de crédit. Et donc, évidemment, si le système... Alors déjà, toutes les sociétés actuelles ne peuvent pas faire cette révolution, puisqu'il faut déjà cette structure technique. Et effectivement, si notre société n'arrive plus à maintenir ce niveau de progrès technique, la révolution en elle-même devient impossible. Ou si on est en déclin. Oui, c'est ce que je dis. Avez-vous entendu parler des mouvements décroissants? Et si oui, quel jugement portez-vous sur ces mouvements? Non, en fait, je n'ai entendu parler par vous. Si, j'ai entendu parler de décroissance, mais je ne connais pas tellement ces théories.
Mais pour moi, en fait, de toute manière, ça n'a pas de sens. En fait, je vois bien, grosso modo, où veulent en venir ces gens. C'est que. Alors, c'est une question d'ailleurs que j'ai étudiée il n'y a pas longtemps. C'est un problème que je n'avais pas à l'esprit. La question de la raréfaction des ressources. Et du coup, ça m'a quand même perturbé cette histoire. Donc j'ai quand même réfléchi à ça. J'ai écrit un article qui s'appelle De la force des choses, qu'on trouve sur mon blog. Et effectivement, c'est la grosse question. Est-ce qu'on va pouvoir faire la révolution avant qu'il y ait vraiment qu'on sente vraiment le déclin au niveau des ressources, ou après c'est plus possible. Donc, et ça va se jouer en fait à pas grand chose. Puisque donc vous allez peut-être me dire ça. Moi je vais rien vous dire, hein. Moi je vous pose la question. Oui, non mais c'est le jeu. Vous allez peut-être me confirmer. Moi, il me semble que les déclinistes, ou je sais pas comment on les appelle. Décroissants. Un décliniste, c'est intéressant à retenir. Enfin, ou on dit décroissant pour l'instant, mais peut-être les gens eux-mêmes. Pardon. Les décroissants. Les décroissants. Bon. À partir de quand on fixe-t-il la date vraiment du déclin? 2030 par là? C'est variable. Bon. Selon les tendances. Bon. Moi, pareil, depuis 15 ans, je dis la révolution, telle que je la prône, et vous avez dû voir le schéma dans mon livre, devrait arriver, si les choses poursuivent leur cours, vers 2030. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais j'irai aussi à cette date-là. Et donc, en fait, 2030, cette période-là va être une période clé. Quoi. Mais si la révolution ne se fait pas, elle ne pourra plus se faire. Et dans le contexte actuel, c'est-à-dire le contexte, c'est un système monétaire. La décroissance qui tend à ce que du coup on répartisse les ressources entre les gens, à mon avis, n'a pas de sens. Dans un système monétaire, par définition, il y a des riches et des pauvres. Les riches ne souffriront pas de la baisse des ressources. Eux, ils ont toujours les moyens de vivre, de se goberger, etc. Et donc, et c'est eux qui font les lois. C'est eux qui ont le pouvoir. Donc, vouloir mettre en œuvre des politiques de répartition plus justes, plus égales, etc., c'est une vue de l'esprit. Dans le contexte actuel, c'est une vue de l'esprit. C'est possible dans mon système. Mais dans le système actuel, ça ne se passera pas comme ça. Quoi. Alors, certains décroissants prônent la simplicité volontaire et adoptent individuellement un mode de vie frugal, refusant d'acheter certains biens de consommation, cultivant leur jardin pour s'alimenter, refusant de se déplacer en automobile, etc., etc. Quel regard portez-vous sur ces démarches et pensez-vous qu'elles puissent être compatibles avec les idées que vous prônez? Ah, pas du tout. Non, mais déjà, ils vont être contents, les riches. Hein. On leur annonce qu'on va manquer de ressources, et il y en a qui disent nous, on ne consomme plus rien. Allez-y, consommez tout. Le système est très content de ces gens-là. Hein. C'est pas des révolutionnaires. Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui veut changer le système. C'est pas quelqu'un qui se contraint à avoir une attitude dans l'intérêt, qui satisfait l'intérêt général. C'est le système lui-même qu'il faut changer. En fait, c'est le jeu. Il faut changer les règles du jeu. Pour l'instant, on joue au Monopoly. Donc, si on ne veut pas jouer au Monopoly, il faut changer de jeu. Mais si on est au Monopoly et qu'on reste dans son coin, le jeu, ça reste quand même le Monopoly. Donc voilà, c'est comme les politiques du Robin des Bois, on redistribue ça. Enfin, c'est naïf. Mais c'est des gens en fait qui n'ont pas compris en fait le rôle de l'argent. Et qui du coup demandent à l'homme d'agir au lieu que même réfléchisse au système. Et le remettre en cause vraiment. Quoi. Parce que ça ne se remet rien en cause du tout. C'est comme les démarches spiritualistes, etc. C'est pas politique, en fait. Alors, certaines personnes voient des dangers ailleurs que dans la monnaie, par exemple dans le climat. Le GIEC vient de publier son 5e rapport sur l'état du climat, dans lequel il confirme et renforce son diagnostic de réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Ce rapport sert de base à la politique énergétique de nombreux pays, dont notamment la France. Il sert aussi de prétexte à une régulation de plus en plus draconienne de l'économie. Partagez-vous personnellement ce diagnostic sur chacun de ces 3 niveaux? Y a-t-il réchauffement ou pas?
Deuxième niveau, s'il y a réchauffement, l'homme est-il responsable? Troisième niveau, s'il y a réchauffement, homme responsable ou pas, ce réchauffement est-il un problème? Personnellement, moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Mais vous avez peut-être une opinion, puisque tout le monde en parle. Ouais, bon, à qui faire confiance? De toute manière, ça ne résout toujours pas le problème principal. Donc, mais vous n'avez pas une petite idée sur la question? Pas tellement, non. Mais par exemple, on nous parle du coup de faire des taxes, machin. Ça arrive toujours même. Des gens qui peuvent payer, et qui continuent à polluer, qui continuent. Donc, et puis inversement, on va demander aux gens, on va donner mauvaise conscience aux gens alors que c'est pas eux qui polluent. Enfin, c'est toujours le même système, quoi. C'est pas un paramètre que vous prenez en compte. Mais de toute manière, je vois pas bien. Paramètre climatique. Bah ouais, mais même si ça veut dire quoi, le prendre en compte, je vois pas bien ce que ça. C'est pas. Alors, moi, je ne le prends pas en compte, mais mon système pourrait le prendre en compte et faire des choses réellement efficaces. Mais aujourd'hui, c'est de la foutaise ce qu'on fait aujourd'hui, de toute manière. Donc, on n'est pas dans un système qui prend en compte l'intérêt général. Donc, encore une fois, ce sont des riches qui gouvernent dans l'intérêt des riches. Bon, voilà. Même si on a conscience du problème, on ne le résoudra pas, puisque ce sont les gens qui pourraient le résoudre qui les créent. Donc, ça tourne en rond, quoi. Donc, bon, je ne me préoccupe pas de ce genre de choses, en fait. Oui. Même si, effectivement, j'ai conscience qu'il peut y avoir des... Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Encore une fois, ou on change de système et on fait autre chose, et là, cette fois-ci, on peut agir, ou on reste dans le système dans lequel on ne peut pas agir, et on se lamente, on part dans tous les sens, ah non, ça va être le climat, l'autre ça va être les ressources, l'autre ça va être, etc., etc. Mais personne ne s'attaque, à mon sens, au vrai cœur du problème. Et pour élargir même le problème du climat, certains disent que la planète elle-même est en danger, qu'il faut la sauver. Ce sauvetage de la planète est même devenu un slogan fédérateur de presque toutes les tendances politiques. Partagez-vous cette inquiétude par rapport à la planète? Bah oui, forcément, mais encore une fois, moi je pense que mon système permettra de mettre en œuvre des politiques plus écologiques, etc. Mais bon, d'abord il faut faire la révolution. On ne peut pas avoir, comme disait quelqu'un, on ne peut pas avoir la révolution sans révolution. Parce que là, tout ça, ça demande une révolution. Un système qui tient compte de l'intérêt général, de l'intérêt de la planète, etc. etc. C'est une révolution. Mais c'est pas on n'arrivera pas à ça dans le système actuel. Donc tout ça, oui. Mais ce sera des conséquences, à mon avis, d'un système non monétaire. Mais dans le système monétaire, on peut s'en préoccuper, mais c'est une vue de l'esprit de croire qu'on va arriver à résoudre des problèmes. Pour vous, quel est l'intérêt de la planète? Parlez de l'intérêt de la planète. Quel est son intérêt à la planète? Ben, qu'elle continue effectivement à exister pour fournir aux hommes ce dont ils ont besoin. C'est pas pareil, exister, fournir à l'homme. Est-ce que vous pensez que l'existence de la planète est en danger? Je ne parle pas d'existence, dans le sens où elle soit encore fertile, etc. Qu'elle ne soit pas dévastée, déboisée. Mais tout ça... c'est l'intérêt de l'homme, c'est pas l'intérêt de la planète. Là. Mais de toute manière, sur l'homme, il n'y a que la planète. Et la planète, elle ne sait pas qu'elle a un intérêt. C'est l'homme qui conçoit l'intérêt de la planète. Pour vous, qu'est-ce que l'écologie? Je suis gâté là, c'est plein de sujets. L'écologie, bah, je pense que c'est essayer de... Le but, en toute chose, est de rechercher l'harmonie. Donc, je pense que l'écologie, comment le définir? C'est de faire en sorte que... Chacun peut avoir sa définition de l'écologie. Hein. Oui, bah, c'est vrai que aujourd'hui, on n'est pas à une définition près de l'écologie. Oh, oui, c'est de faire en sorte que l'homme soit en harmonie avec le reste de la nature. Qu'il ne la détruise pas et qu'en retour, elle lui apporte ce dont il a besoin. Quoi. C'est atteindre, en fait, comme toute chose, c'est atteindre un équilibre. C'est une question d'équilibre, de proportion, voilà. Après, comment le définir? Je sais pas, c'est ça que j'ai jamais défini l'écologie. Vous l'avez fait je l'ai fait? En quelque sorte, oui, oui. Là? Oui, vous venez de le faire. Et quel est votre avis sur l'épuisement des ressources fossiles et minérales? La diminution de la disponibilité de ces deux types de ressources est-elle, selon vous, prochaine ou lointaine? C'est relatif, elle est prochaine, forcément. À l'échelle
l'échelle de l'humanité, on y est. Après, à notre échelle, c'est de toute manière, elle est de toute manière très prochaine. Au pire, c'est un siècle. Et encore, je pense que là, c'est être optimiste. Et donc, effectivement, c'est un problème dont je n'avais pas vraiment conscience il y a encore peu de temps. Et que j'ai traité dans le fameux article de la force des choses. Puisque là, forcément, c'est clair, ça remet tout en cause, quoi. Et si on n'a pas fait la révolution avant que... Si on n'a pas fait la vôtre, révolution. Si on n'a pas fait la révolution que je prône, on ne pourra pas revenir là. On restera coincé dans le système actuel. Parce qu'aujourd'hui, tout repose sur le pétrole. Alors, justement, le pétrole constitue actuellement le carburant de la quasi-totalité des transports mondiaux par air, terre, mer, professionnels ou particuliers. Pensez-vous que la diminution de la production de pétrole va entraîner une diminution correspondante de ces transports ou au contraire que ces transports vont se maintenir ou même continuer à croître grâce à la découverte d'un autre carburant? Et si oui, lequel? En fait, je n'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Espérons, mais je ne sais pas. Vous pensez que c'est un bien qu'on puisse trouver autre chose? Ah oui, il faut trouver autre chose, clairement. Mais est-ce qu'on trouvera ça? Là, je pense que beaucoup de choses vont se révéler dans peu de temps. Il faut faire vite si on veut trouver quand même là. Ah oui, non mais clairement, alors, il faut faire vite. Mais je ne suis pas sûr que le système actuel permette de mettre en œuvre rapidement des alternatives crédibles. Parce que, encore une fois, les pétroliers ont l'argent. Est-ce que c'est pas eux qui aussi vont faire en sorte que des énergies autres voient le jour? C'est possible. Alors des énergies, mais ça peut être aussi des moteurs, ça peut être plein de choses qui font enfin, qui permettent ou de ne pas épuiser le pétrole, ou de s'en passer, etc. Et donc dans le système actuel, ça me paraît, je ne sais pas. Pensez que le lobby pétrolier peut freiner la découverte d'autres carburants? Je pense, oui. Non seulement d'autres carburants, mais comme je dis, de moteurs, de brevets. C'est eux qui ont l'argent, donc ils peuvent tout acheter, donc ils achètent les gouvernements, ils sont en train d'acheter la France. Enfin, un pays comme le Qatar achète la France. Donc on peut imaginer la puissance que ça peut avoir, quoi. Oui, mais les pétroliers savent bien que le pétrole est limité, ils le savent mieux que tout le monde, ils savent que ce qu'ils ont à vendre, c'est une quantité fixe et limitée qui n'est pas extensible. Donc, de toute façon, ils n'ont pas forcément intérêt à la vendre le plus vite possible. Ils peuvent très bien accepter qu'il y ait d'autres sources d'énergie qui commencent à arriver. Est-ce que l'histoire du lobby pétrolier qui freine, justement vu comme ça, est-ce que l'histoire du lobby pétrolier qui freine toujours, ça c'est sûr, ça freine. Est-ce que ça freinera au maximum? Non, mais c'est sûr, de toute manière, l'argent, ça freine. Moi, je prends souvent l'exemple, prenez une autoroute, 130, 180, vous mettez un péage au milieu, forcément, on roule moins vite. Ça n'empêche pas de passer, mais on roule moins vite. Donc, dans le système actuel, oui, même s'ils n'iront pas jusqu'au bout, s'ils permettront, effectivement, en fait, ils permettront ce qu'ils auront eux-mêmes sous la main. Donc, ils permettront ce qui leur permettra à eux-mêmes de s'enrichir. Donc, ça n'empêchera pas forcément que des alternatives émergent, mais on ira au bout du bout. Ils vont faire du profit au maximum, c'est sûr. Mais ça, c'est aussi une leçon de l'histoire. Souvent, les privilégiés vont au bout du bout. Ils scient eux-mêmes la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, il ne faut pas croire on se dit les gens sont intelligents, etc. Mais des fois, on est guidé par son intérêt, et on fait des bêtises sans le vouloir. Donc, est-ce que ça ne sera pas leur cas aussi? Oui, mais les pétroliers peuvent éventuellement avoir intérêt justement à faire durer le pétrole le plus longtemps possible, parce que moins il y en aura plus, ils pourront le vendre cher, et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'arrivée d'énergies alternatives pourrait servir à leur plan, si on voit ça comme ça. Oui et non, parce qu'ils ne feront durer que si en même temps, ça leur apporte. S'il n'y a pas de... Et ça leur apportera s'il n'y a pas autre chose. Ils feront durer ça.
faire durer, ça veut dire quoi? La ressource, elle est ce qu'elle est. Il faut endurer si les prix augmentent. Mais les prix augmenteront uniquement s'il n'y a pas d'autre alternative. Sinon, ça n'a pas de sens. L'agriculture actuelle est très fortement dépendante du pétrole. Pour le carburant des tracteurs et des divers engins de récolte, pour les engrais, pour les pesticides, les fongicides, herbicides, autres produits sanitaires, phytosanitaires. Le pétrole est également indispensable pour le transport des récoltes vers les industries agroalimentaires et le transport des produits transformés vers les centres de distribution. Par ailleurs, l'intensification de l'agriculture depuis 60 ans environ a provoqué une dégradation des sols en humus, ce qui nécessite d'employer toujours plus d'engrais pour maintenir les rendements à leur même niveau. Compte tenu de ces éléments, comment voyez-vous l'avenir de la production alimentaire mondiale ou française, si on veut être plus précis, confrontée au double problème, 1. La diminution de la disponibilité en carburant et en pétrole pour tous ces sous-produits annexes à l'agriculture, et 2. De l'appauvrissement des sols. Oui, encore une fois, tout ça, c'est des problèmes dont je peux avoir conscience, mais sur lesquels je n'ai pas forcément réfléchi. Moi, je réfléchis en grand. Parce que là, on se met en problème, encore une fois, on va se mettre. D'autres vont se préoccuper davantage d'autres questions. Mais tout ça, c'est des questions qui vont être résolues de manière politique. Effectivement, s'il n'y a plus de pétrole, le jeu est fini, hein, dans les conditions actuelles. Mais comment est-ce qu'on fait pour avancer? Et tout ça, ce sont des questions politiques. L'agriculture sans pétrole, c'est pas une question politique, c'est une question technique. Oui, mais effectivement, s'il n'y a plus de pétrole, on sait par exemple que la population mondiale a augmenté à peu près. Il y a une espèce de parallèle entre l'augmentation de la consommation de pétrole et la population mondiale. Donc, si le pétrole s'effondre, a priori, on n'aura plus les capacités de nourrir autant de monde. Donc, ça va être la catastrophe. Réduction de la population, donc par des guerres, par des famines, par des. Mais bon, enfin, tout ça, ça relève pas de mon domaine en fait. D'accord. Et honnêtement, je pense que vraiment le seul système qui pourra faire face à tous ces problèmes qui vont se cumuler, parce que là, encore une fois, là c'est le pétrole, là c'est le climat, c'est tout. C'est mon système. C'est un système dans lequel on ne sera pas obsédé par le profit. Et s'il n'y a pas le profit, ce sera l'intérêt général. Donc voilà, tant qu'il y a la question monétaire, c'est la course au profit. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Donc si on veut vraiment résoudre tous les problèmes, il faut comprendre qu'à la base de tous les problèmes liés à l'argent, où tous les problèmes sont accentués par l'argent, d'une manière ou d'une autre. Moi je prends, vous me parlez de la question de l'agriculture, moi je vous parlais par exemple, la question de l'avortement. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Vous enlevez l'argent. Les gens, imaginez que demain, les gens ne soient plus confrontés à des problèmes économiques. Vous croyez qu'il y aurait autant d'avortements? Donc, si on est contre l'avortement, il faut être contre l'argent. Parce qu'on ne pourra pas. Il y en a toujours eu des avortements. De manière illégale. Donc, on ne peut pas empêcher l'avortement. Mais si on est vraiment contre, si on veut qu'il y en ait moins, de manière naturelle, il faut s'attaquer à l'argent. Souvent, ce sont les conditions de vie qui font que les gens ne veulent pas assumer un enfant. Donc, voilà. Et en fait, dans toutes les questions, on revient à cette question-là. Dans tous les problèmes, on retrouve la question de l'argent. Donc, moi, je ne veux pas régler les problèmes séparément, et on ne peut pas le faire séparément. C'est un truc, c'est global. Il faut s'attaquer au... C'est Étienne Chouard qui, lui, trouve que le cœur du problème, c'est la Constitution. Ben non, la Constitution, elle est ce qu'elle est dans le contexte actuel. Mais le contexte, c'est quoi? On est dans un système monétaire. Encore une fois, si on ne veut plus jouer au Monopoly, il faut jouer à autre chose. Mais on ne peut pas vouloir jouer à autre chose et en même temps continuer à jouer au Monopoly. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait absolument qu'on trouve un carburant pour remplacer le pétrole. Alors, en élargissant la question, on parle beaucoup de la transition énergétique qui concerne principalement le remplacement progressif des ressources fossiles par les énergies renouvelables et qui permettrait justement de conserver les conditions pour que la société soit renouvelée comme vous le
le souhaiter. Pensez-vous que ces énergies renouvelables ont un réel avenir? Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. Par contre, ce que je sais... Elle est importante puisqu'elle conditionne... Oui, non, mais tout à fait. Non, mais, quand on n'est pas un spécialiste... Déjà, par exemple, moi je suis un spécialiste de la Révolution, et c'est en étant un spécialiste que je vois les âneries que les uns et les autres racontent. Donc, je sais donc que quand on n'est pas un spécialiste, c'est même pas la peine de parler des choses, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, ou je sais de quoi je parle, ou je me tais, mais parler des choses que je ne connais pas, j'aime pas trop ça. Par contre, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, dans un système non monétaire, on pourra bien plus facilement mettre en œuvre des énergies autres que celles qu'on connaît actuellement qu'aujourd'hui. On pourra faciliter la recherche, on pourra... En fait, dans un système non monétaire, il n'y a plus de limite au budget. Enfin, il n'y a pas de budget limite. Donc, en plus, c'est forcément une démocratie. C'est forcément un système qui tient compte de l'intérêt général. Donc, on met en œuvre tout ce qui... Il y a un problème qui se pose à tout le monde, en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les choses ne peuvent pas avancer? Parce que tout le monde n'est pas dans le même bateau. Et ce sont les privilégiés qui ont les rênes. C'est-à-dire ceux qui ne subissent pas les problèmes. Alors que dans un système égalitaire, on est tous dans le même bateau. Or, dès lors que tout le monde a intérêt à résoudre un problème parce qu'il se pose à tout le monde de la même manière, on trouve des solutions. On se redresse les manches, on se relève les manches et on trouve une solution. Aujourd'hui, on nous fait du pipeau à la télé, mais c'est pas un système qui travaille dans l'intérêt général. Voilà, donc voilà, à partir de là, ou on comprend ça, ou on continue à se faire des illusions. Mais il faut sortir de ce système-là. Et à propos de pipeau, est-ce que vous pensez que l'énergie nucléaire, c'est du pipeau, par exemple? Bon, cette énergie est contestée par une certaine partie de l'opinion publique, notamment après l'accident de Fukushima, l'énergie nucléaire. Considérez-vous que cette énergie doit être maintenue, ou bien est-ce que c'est du pipeau, et pensez-vous qu'elle puisse être même développée pour compenser la diminution du fossile? En tout cas, à l'heure actuelle, je vois pas bien ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire? C'est vrai que moi qui ai une vision à long terme, c'est vrai que le nucléaire, ça pose quand même des problèmes. Parce que la pollution que ça entraîne, alors même si on n'en ressent pas les effets, mais c'est des risques, pour le coup, c'est effectivement des risques pour l'humanité et pour très longtemps. Donc effectivement, l'idéal serait qu'on puisse s'en passer. Est-ce qu'on peut s'en passer à l'heure actuelle? Ça, après, je ne sais pas. Je ne crois pas. Ouais. Encore une fois, plutôt pour, donc, ou plutôt contre? Encore une fois, ce que le citoyen lambda sait, en fait, il n'en sait rien. On est au courant de... Je pense qu'on nous cache tout, on nous dit rien. Quoi. Donc, on en est un peu là. Quoi. Donc, par exemple, les Allemands qui l'ont supprimé, ils se servent chez nous. Donc, est-ce qu'ils l'ont supprimé réellement? Donc, voilà. Si c'est pour reporter le problème chez le voisin, en vérité, on n'a pas réglé le problème. On l'a juste déplacé. Donc, pour l'instant, est-ce qu'on peut s'en passer? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faudrait? Oui. Mais est-ce qu'on peut? Ça, c'est... Voilà. Et si on ne répond pas à la question est-ce qu'on peut, moi je n'y répondrai pas, je n'en sais rien. Alors, compte tenu de tous ces enjeux énergétiques dont nous venons de parler, pensez-vous qu'un déclin industriel soit à envisager pour les prochaines décennies ou non? Ouais, oui, clairement, s'il n'y a plus de pétrole, c'est plus que le déclin, c'est la chute libre. Là, on n'est pas dans le si, on est dans l'opinion. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un déclin industriel ou pas? Là, le problème, c'est qu'il y a trop d'inconnus, en fait, dans ces débats. Donc, c'est votre opinion qui est sollicitée. Oui, mais il y a des inconnus, effectivement, c'est que... Bon, une certitude, c'est que le pétrole va en se raréfiant, forcément. Est-ce qu'il y a des ressources, des énergies de remplacement? Et également les minéraux, le cuivre, le fer, le zinc. Non, mais c'est toutes les ressources, forcément assez limitées. Beaucoup de ressources aussi, mais on parle moins des ressources minérales. Oui, ça va avec. Oui, non, mais quand je parle, c'est pour ça, moi je parle pas du pétrole, je parle des ressources, des ressources en général. On tape dedans, et donc forcément et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un système qui soit capable de faire du recyclage. Mais le système actuel au niveau recyclage, je pense que c'est pas très efficace. Quoi. Puis
faut beaucoup d'énergie pour faire du recyclage. Et donc, et on revient à ce que je disais, après il y a trop d'inconnus. Moi je suis pas... Ouais. Même les gens qui se disent spécialistes ne sont pas d'accord entre eux, donc quelqu'un qui connaît rien, je vais pas... voilà. Pour ce qui concerne la démographie, il y a aujourd'hui 7 milliards d'humains sur la planète et on en prévoit 10 milliards pour 2050. Bon, c'est des prévisions. Hein. Partagez-vous ce pronostic et si oui, pensez-vous qu'il soit inquiétant? Les ressources alimentaires notamment vous paraissent-elles suffisantes pour une population mondiale de cette ampleur? Bah, peut-être pour un certain temps, mais à long terme, on est trop. Moi, je pense qu'on est trop. Je disais, moi je travaille sur la Révolution. À l'époque de la Révolution, on était 25 millions en France. Bon, les 65. Vous parlez de la révolution des États 89. On était 25 millions. C'était le pays le plus peuplé d'Europe. Donc, on peut être un pays peuplé à 25 millions. On n'a pas besoin forcément de 60 millions. Donc, d'après vous, quel serait le chiffre idéal pour la France en termes de population? D'un point de vue énergétique, politique, démocratique? Pareil, je n'ai jamais réfléchi à cette question-là. Je sais pas, peut-être 40 millions. Ouais, ça fait quand même presque 30 millions de moins qu'actuellement. Ouais, mais on est nombreux, on est trop aujourd'hui. On est trop nombreux. On est en train de tout polluer, hein, tout détruire, tout bétonner. Et on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Hein. Ouais. Dans vos écrits, vous associez étroitement individualisme et inégalité. Le premier terme étant identifié comme étant automatiquement générateur du second. Ne pensez-vous pas au contraire, bon, c'est une question, hein, que l'individualisme puisse être source d'égalité dans la mesure où chacun respecterait... Ne pensez-vous pas au contraire que l'individualisme puisse être source d'égalité dans la mesure où chacun respecterait la liberté de l'autre à l'intérieur de son propre espace privé, alors que le collectif, au contraire, lorsqu'il s'impose à une minorité non consentante, est objectivement une source d'inégalité? Que pensez-vous de cette façon de voir les choses? Là, on n'est peut-être pas d'accord aussi sur ce qu'est l'individualisme. C'est pas parce qu'on est dans un système égalitaire que les individus ne font pas selon leur intérêt. Mais c'est pas pour autant être individualiste. L'individualisme, c'est quand les individus font en fonction de leur intérêt, au dépend de l'intérêt général. C'est ça l'individualisme. Qui définit l'intérêt général? C'est une chose objective, l'intérêt général. C'est l'intérêt de tout le monde. Le problème, c'est que la question est trop longue, il faudrait revenir au début de la question. Pourquoi est-ce que je lie l'individualisme à l'inégalité? Oui. Parce que c'est lié à l'argent. La monnaie repose sur une notion de valeur marchande qui vient de la pratique du troc. Le troc, c'est un échange entre individus. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le système actuel, les gens se préoccupent. On ne raisonne pas en termes de citoyens. Quand on est sur le marché, on y est en tant qu'individu détenteur de monnaie. Et chaque individu a à charge de gagner lui-même sa monnaie, c'est-à-dire ses droits. Ce ne sont pas les droits qui sont garantis par la société, c'est chacun qui doit se débrouiller pour en gagner. Et donc, c'est pour ça que je veux dire que c'est individualiste. La monnaie est une dérive du troc. Oui. La monnaie repose sur l'argent. Ce que j'appelle l'argent, c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Et cette croyance, en fait, vient de la pratique du troc. C'est à partir du moment où les individus, donc, échangent des objets entre eux, ils conçoivent la notion de valeur. Puisqu'ils les mettent en équivalence. Et donc, en équivalence, en fait, c'est pas l'équivalence de valeur. C'est que, en échangeant un objet contre d'autres, on évalue cet objet-là en quantité d'autres objets. C'est ça la valeur marchande. Et cette conception de l'échange est liée au fait qu'on échange entre individus. C'est pour ça que ça devient un système individualiste. D'ailleurs, aujourd'hui, on le dit qu'on est un système individualiste. C'est-à-dire qu'on est une société individualiste. C'est un oxymore. Ça ne choque personne. Et c'est vrai. Certains disent
Non, mais notre société est individualiste, non, mais elle l'est. tout le monde ne le dit pas. D'accord, mais elle l'est objectivement. On a à charge, on a à charge chacun. C'est une opinion. C'est pas vous qui Il y en a qui disent qu'elle est étatiste, au contraire. Non, non. Vous voyez, on a les deux, Non, mais on a les deux extrêmes. c'est pas vous qui nourrissez votre voisin. Il se nourrit tout seul, il va travailler, il gagne de l'argent, etc. Il y en a qui disent, au contraire, que justement, les autres sont nourris par les autres. L'État, c'est la grande fiction, comme dit Bastiat, qui fait que tout le monde vit aux dépens de tout le monde. Effectivement, il y a des gens qui vivent aux dépens de l'État, donc de entre guillemets, leurs concitoyens. Mais le système, parce qu'en fait l'État, d'ailleurs l'État, c'est de compenser des défauts du système monétaire, et maintenant des gens abusent du système mis en place, où l'État lui-même se fait abuser. Mais sur le fond... L'État est perverti. Je ne sais pas si c'est seulement ça, quoi. Il est plus que perverti, l'État. C'est lui-même qui pervertit, je pense. Bon, ça c'est encore un autre sujet, quoi. Mais sur le fond, le système est individualiste. Encore une fois, c'est chacun doit se débrouiller. Voilà, je sais pas ça. C'est l'évidence. J'arrive pas bien. Comment je peux le démontrer, quoi. Bon, il vous suffit de l'affirmer. Alors je l'affirme. Philippe Landeux, merci. Voilà, je vous affirme, le système est individualiste, inégalitaire et monétaire. Qui dit mieux? Personne. Merci.